Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver pour la 5e saison d'On parle auto. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, et je vais leur dire pourquoi ce matin vous allez être que à moitié présente, c'est que vous êtes couché très très tard. Mais donc, dis tout, mais je suis obligé de balancer parce que sinon ils vont se poser des questions, ils vont se dire mais comment ça se fait que Laurence pour cette émission de rentrée elle est là, elle est là, voilà. Elle est bien, elle a fait la fête effectivement hier soir parce qu'il fallait fêter la fin de la semaine de vacances qu'elle a eue pour cet été 2025. En tout cas vous, on est heureux, ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous. On parle auto, il y a des petites nouveautés cette année. Alors 2 heures ça change pas, 10h midi maintenant vous êtes habitués, ça ne change pas. Par contre ce qui va changer, alors pas à partir de cette semaine, parce que en fait le mauvais exemple c'est qu'on va parler d'une voiture à 62 000 € aujourd'hui, donc il y a plein de gens qui vont dire ah là là, les essais de voitures qu'on ne peut pas acheter. Voilà, bon, vous verrez qu'elle est franchement atypique, donc on peut raconter des choses sans avoir forcément envie de l'acheter. Mais à partir de la semaine prochaine, on s'intéressera 1 semaine sur 2 aux véhicules d'occasion, puisque le marché de l'occasion c'est 3 fois plus que le marché du neuf, et c'est surtout des véhicules accessibles pour monsieur et madame tout le monde. On commencera avec une Citroën la semaine prochaine. D'ailleurs, on aura le patron de Citroën avec nous après. J'aime bien aussi. Voilà. Vous arrivez avec des bonnes surprises, c'est cool. Hein. Et toutes les semaines d'après, enfin 1 semaine sur 2, il y aura voiture neuve, voiture d'occasion. Voilà, mais voiture accessible. Très bien. Donc la barre, c'est 50 000 € maxi. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Hein. En tout cas, on est ravis évidemment d'être en votre compagnie. On essaiera de faire les voitures les plus accessibles. Non, puis d'occasion, c'est top aussi. Ouais. On va parler de plein de sujets qui nous intéressent aujourd'hui. On va commencer dans quelques instants avec un sujet sur les autoroutes qui sont de plus en plus sûres. Oui, contrairement à ce qu'on peut croire, depuis que les autoroutes sont concédées, ça va mieux. On en parlera. J'ai entendu Pierre Chasseret cette semaine qu'on invitera. Tiens, on fera une émission pour parler du prix des autoroutes. Tout le monde dit ouh là là, c'est très cher, on les avait déjà payés. Est-ce que les concessionnaires sont des escrocs? Je suis pas sûr. En tout cas, en termes de sécurité, c'est de mieux en mieux, puisque l'année dernière a été l'année record en termes de mortalité sur l'autoroute, mais non pas record en termes de négatif, en positif on va dire. Exactement, voilà, de bons chiffres. En positif. Et on recevra Christophe Boutin qui est délégué général de l'Association française des sociétés d'autoroutes et d'ouvrages à péage. Voilà, le gros sujet. Alors le leasing social. Le leasing social démarre à la fin du mois, fin septembre. On est au mois de septembre, mais oui. Leasing social. Qui pourra profiter du leasing social? Quelle somme? Qui va payer le leasing social? Et surtout, quelles sont les voitures les plus intéressantes à prendre en leasing social? En ce moment, vous avez vu sans doute à la télé toutes les publicités où on vous vante des voitures électriques à partir de 95 € par mois sans apport. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des bonnes affaires? Pourrez-vous en profiter? Vous allez rester jusqu'à la fin de l'émission avec nous pour le savoir. Et puis entre-temps, on se demandera... Enfin non, pas jusqu'à la fin de l'émission, vous allez rester jusqu'à la fin de la première heure pour le savoir. Mais vous restez aussi sur la deuxième parce qu'il y a d'autres sujets. Parce qu'on se posera la question, et c'est pour ça d'ailleurs que le prix des voitures qui seront essayées sera, on l'espère, plus bas que l'année dernière, parce que l'automobile est devenu un luxe. Exactement. Oh, quelle transition, l'ami Jean-Luc. Ce sera effectivement l'un des sujets aujourd'hui également. On va faire très vite parce que sinon notre sommaire va durer 2 heures. Ouais. On aura aussi Dominique Stamfel, monsieur Dominique S. On va parler du verglas d'été. Et ça n'a rien à voir avec la beuverie de Laurence cette nuit. Voilà. Pas du tout. Mais pourquoi vous balancez comme ça? C'était pas de la beuverie, c'était une fête. Ouais, je suis allée en discothèque. Voilà. Oui, monsieur. En plein air en plus, donc c'était cool. On va aller faire un petit tour et retrouver notre ami François Alain. Mais vous êtes beaucoup plus vieux que moi, mais il est terrible. On ira à Melun-Villaroche retrouver François Alain. Oui, notre François Alain. Nous. Et puis surtout, et vous allez vous en rendre compte, tous les samedis et ce jusqu'au 14, voire même jusqu'au 18 octobre prochain, nous allons mettre à l'honneur un salon qui nous tient à cœur, parce que c'est le salon des réparateurs automobiles, de tous les services liés à l'automobile, de toutes les nouvelles technologies liées à l'automobile. Ça s'appelle Équipe Auto, et donc chaque samedi, parce que c'est son anniversaire, 50 ans, c'est mon âge, donc c'est ça. Et puis alors je sais d'autant mieux que j'en parle parce que j'ai fait le podcast Équipe Auto 50 ans de passion, qui est toujours en ligne d'ailleurs en ce moment, et le dernier épisode va bientôt sortir. Bon, on y va? Oui. Mais on y va avec vous, évidemment, parce que sans vous, l'émission n'existe pas. Donc vous êtes attendus sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez interagir avec nous. On est heureux de vous retrouver. Et puis Aude, c'est moi Laurence. Aude au standard au 0826 300 300. N'hésitez pas. Venez nous rejoindre, surtout pour notre première.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous accueillons tout de suite Christophe Boutin, qui est délégué général de l'Association française des sociétés d'autoroutes et d'ouvrages à péage. Et c'est vrai que tout ce qui va se dire là, il y a plein de gens qui critiquent l'autoroute. Oui. On va vous expliquer plein de choses et vous allez voir que l'autoroute, c'est vraiment le réseau autoroutier le plus sûr de France, en tout cas, aujourd'hui. Peut-être du monde. Bonjour, Monsieur Boutin. Pour le français, hein. Bonjour, Monsieur Boutin. Bonjour Laurence, bonjour. Bon, niveau historiquement bas, 1,1 accident par milliard de kilomètres parcourus l'année dernière. C'est un record, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est un record. L'année 2024 est vraiment l'année sur laquelle on a observé le moins de tués sur l'autoroute en France, alors même que, comme vous le savez, le réseau autoroutier s'est étendu d'année en année, que le trafic augmente d'année en année, et malgré cela, le nombre de tués, lui, continue de baisser. Donc ça, c'est vraiment un résultat dont nous sommes très fiers. C'est combien de tués sur l'année sur les autoroutes françaises ? On a eu 129 personnes qui ont perdu la vie. Alors c'est 129 personnes de trop, bien sûr, mais c'est 53 personnes de moins qu'en 2023. Donc ça fait une baisse de 30% d'une année sur l'autre, ce qui est remarquable. Par rapport au réseau national, c'est combien de fois moins ? Alors quand on compare l'autoroute avec l'ensemble des autres routes, on ne segmente pas par catégorie de réseau, on estime qu'en gros c'est 5 fois plus sûr de rouler sur autoroute, ce qui est paradoxal parce que vous roulez quand même plus vite. Oui. Sur autoroute. Oui, mais enfin il y a plein de choses qui sont sur l'autoroute qui n'existent pas sur les nationales et départementales. Enfin l'autoroute est vraiment une route particulière. Oui, elle est conçue, dessinée pour la sécurité des usagers. Tout est pensé pour ça. C'est la priorité numéro 1 de la construction à l'exploitation. Les exploitants sont là pour vous surveiller. Vous avez des caméras qui surveillent en permanence le trafic, des alertes qui remontent immédiatement dès qu'un incident se produit, des agents qui sont envoyés en protection dès qu'un incident se produit. Et donc vraiment tout est fait pour que les usagers restent en sécurité sur le réseau. D'ailleurs, vous parlez des agents, mais ça reste un des points faibles quand même. Aujourd'hui, il y a malheureusement des gens qui travaillent sur les autoroutes qui sont victimes d'accidents mortels. Les patrouilleurs. Oui, les patrouilleurs, tout à fait. Malheureusement, on a eu deux accidents mortels en 2024. Un collègue qui a perdu la vie sur le réseau Escota, qui a été fauché alors qu'il intervenait sur un premier accident. Un chauffard, parce qu'il faut bien le qualifier ainsi, est arrivé à toute vitesse alors que le bouchon était en train de se former et rentré dans le balisage et a fauché toute l'équipe qui intervenait là, en tuant une personne et en blessant gravement plusieurs. Et sur un péage en Lorraine, un autre véhicule complètement fou a forcé le passage pour ne pas payer et a renversé une employée qui se trouvait dans les voies à ce moment-là. D'ailleurs, vous aviez fait sortir il y a quelques temps, il y a 2 semaines, une étude sur l'accidentologie et les patrouilleurs en France. Et on va en profiter pour rappeler de respecter le corridor de sécurité. C'est-à-dire quand vous voyez un accident, que ce soit en autoroute ou nationale ou départementale, vous mettez votre clignotant sur la gauche, vous faites évidemment attention, vous qu'il n'y ait pas un camion en face, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas pour l'autoroute, normalement ça marche. Et vous vous déportez, vous faites comme un triangle qui va protéger les patrouilleurs et faites-le vraiment. Bon, Christophe Boutin, malgré ces bons résultats, il y a quand même des comportements à la fois à risque et puis surtout des prises de risques énormes. Ce qui m'a choqué, moi, en voyant les chiffres, c'est que la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments est désormais la première cause de mortalité sur autoroute. Oui, c'est tout à fait, c'est redevenu la première cause de mortalité. Ça, c'est un facteur qui avait un peu disparu de nos radars parce que il était vraiment en faible proportion dans les accidents dans les années 2000-2010. Et depuis la crise sanitaire, il est fortement remonté. Donc ça, c'est un phénomène très inquiétant. Tout ce qui est alcool, drogue, médicaments, c'est maintenant le premier facteur impliqué dans des accidents mortels. Le deuxième facteur, c'est la vitesse excessive. Et ce qui lie ces deux facteurs, c'est qu'il y a clairement une prise de risque presque volontaire des gens qui en sont responsables et qui auraient pu être très facilement évitées. Donc c'est une mise en danger de ses propres conducteurs, d'ailleurs parce qu'ils sont souvent les premières victimes de ces accidents, et des autres usagers, ce qui est vraiment tout à fait regrettable. Bon, ce qui est notable aussi, c'est que pas la majorité, mais aussi plus de la majorité de ceux qui ont des accidents mortels en excès de vitesse sont, on va les qualifier de jeunes, moins de 35 ans, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment très typique. Ce sont de jeunes conducteurs, plutôt masculins évidemment, enfin même d'une façon assez majoritaire masculin. Et donc, voilà, il y a une combinaison un peu fatale entre une appétence, voilà, la jeunesse qui donne une appétence au risque, qui en plus se conjugue avec une moindre expérience de la conduite et peut-être une trop grande confiance par rapport à ses capacités de conduite qui sont peut-être un peu surestimées par ces conducteurs-là. Donc, on prend des risques pour l'adrénaline, pour je ne sais quoi, et ça se termine mal. Et n'oublions pas que sur toutes les routes de France, la première cause de mortalité des 18-25 ans, c'est l'alcool. Et là maintenant, on va mettre les drogues et les... Ouais. Alors il y a 20% aussi des accidents mortels qui sont dus à la présence de piétons. Ils viennent d'où? Est-ce que c'est des gens qui se sont arrêtés sur l'autoroute? Est-ce que c'est des gens qui traversent l'autoroute de façon inconsciente? C'est quoi? Il y a un peu de tout. La majorité, presque les 2/3, ce sont des gens qui sortent de véhicules soit déjà accidentés, soit de véhicules en panne, et qui n'ont pas le temps ou ne prennent pas la précaution d'aller se réfugier derrière les barrières. Donc ce sont en fait des suraccidents dans ces cas-là, bien souvent, où vous avez été victime, vous essayez de sortir dans un état qui est pas forcément extraordinaire d'ailleurs, en tout cas choqué, si pas physiquement, au moins vous êtes confus de par la situation et un véhicule survient et vous fauche. Wow. Donc ça c'est la cause majoritaire. Et on a aussi, ça c'est plus surprenant, 1/3 des accidents de piétons qui sont des piétons qui viennent de l'extérieur du réseau. Bon, et qui viennent traverser quoi. Qui viennent traverser. Alors, ce sont souvent des gens qui sont là encore dans un état de confusion avancée, soit alcoolisés. On fait la fête tard dans la nuit, enfin voilà. Ouais, mais moi j'ai pris un taxi. En plein air. Et il n'y a pas d'autoroute pour rentrer à la maison. Et il y a aussi des gens qui prennent l'autoroute à contresens. Oui, ça, il y a une augmentation, c'est complètement dingue. Bon alors, la population vieillit, donc on va dire que peut-être qu'une des explications est là. Alors c'est un fait que dans les contresens, ce sont des gens dits désorientés. Donc pour la plupart des cas, alors sauf quelques exceptions, quelques exceptions de gens qui le font volontairement ou qui essayent de fuir la police par exemple. Oui. Ou qui se sont rendus compte qu'au péage ils n'étaient pas bien, donc ils veulent faire marche arrière au péage. Ou parfois même on se demande s'il n'y a pas des paris ou des choses comme ça. Enfin il y a des comportements assez étranges. Mais la plupart du temps ce sont des gens perdus et là ça se range en deux catégories très nettes, les gens très alcoolisés, là encore, et des personnes plutôt très âgées qui n'ont pas l'habitude de conduire sur autoroute et qui se sont engagés soit sur une bretelle d'entrée, soit dans une aire de service en partant dans le mauvais sens, soit de temps en temps qui font demi-tour au péage. Alors, une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on laisse Christophe vivre son week-end. Il y a une très bonne question, parce que ça y est, on a retrouvé nos co-animateurs, et notre troisième co-animateur, Stéphane, qui il se pose la question s'il y a un département innovation pour développer la sécurité du futur sur autoroute. Christophe Boutin, vous qui êtes délégué général de l'Association française des sociétés d'autoroute. Alors oui, les sociétés ont toutes des départements d'innovation. Elles sont très fières de développer de nouveaux systèmes, à la fois pour la sécurité des usagers et aussi pour la sécurité des patrouilleurs. Je citerai un système qui est en ce moment en cours de déploiement initial. Alors c'est à la mode, c'est l'intelligence artificielle et en fait les patrouilleurs commencent à être équipés de systèmes qui analysent l'ensemble des trafics aux alentours des fourgons et qui sont capables de détecter ceux dont la trajectoire risque de venir frapper le balisage, le fourgon ou le patrouilleur. Et dès que ces véhicules-là sont détectés, à ce moment-là, le patrouilleur qui lui travaille, fait ce qu'il a à faire, il a un dispositif sur lui qui se met à biper et à flasher. Et dès qu'il comprend qu'un danger arrive, hop, il laisse il se met en sécurité. Et il se met en sécurité. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Très bien. Bon, on vous réinvitera pour parler sous la prochaine fois. Oui, parce qu'on a beaucoup de réactions, vous le savez bien. Nous, en France, on comprend pas pourquoi on paye aussi cher l'autoroute, mais est-elle vraiment aussi chère? Non, et on expliquera tout ça en détail. Merci beaucoup Christophe Boutin. Donc on rappelle, délégué général de l'Association française des sociétés d'autoroute et d'ouvrages à péage. Waouh. Dans quelques instants sur Sud Radio, on va parler d'Equipoto, un salon qui me tient à cœur, et pas simplement pour le salon, mais pour tous ces hommes et ces femmes qui le créent et qui le font vivre. On en parlera avec le président, parce que Equipoto va fêter ses 50 ans. Oui, un salon qui a été créé en 75 pour les professionnels de l'automobile. On en parle en détail dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto.
et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on va en profiter évidemment pour saluer vous qui êtes avec nous régulièrement, également sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane est donc là, Fréquence aussi, tout va bien les garçons. On a également plein d'autres personnes qui sont arrivées sur notre super page Facebook. Norbert, Nathalie, enfin voilà, ça y est. La team On parle auto est en train de s'installer le matin, le samedi de 10h à midi pour On parle auto. On va accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Baudin. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Président du salon Équipe Auto qui va fêter ses 50 ans au mois d'octobre, du 14 au 18. Ah non, pas du tout. C'est un salon, vous le savez Jean-Luc, qui me tient à cœur énormément. Ça va être un énorme événement, Philippe Baudin, parce que 50 ans de vie pour un salon qu'on appelle B2B, c'est-à-dire à destination des professionnels de l'aftermarket et de l'automobile. Oui, exactement. Et cette année, on est très impatient d'ouvrir les portes puisque, comme vous l'avez dit, ça va être le cinquantenaire. On a une ambition forte cette année, encore une fois renforcée. La première qui va être de considérer que ce salon est un lieu privilégié d'information et de partage pour la filière automobile et plus particulièrement pour la prévente auto. Donc très orienté business, rencontres, échanges. Ensuite, on y parlera d'innovation et de technologie. Ça, c'est la deuxième motivation, en Philippe, tous les cas majeure. Avant toute chose, ça sera où et quand ? 14 au 18 octobre à la porte de Versailles à Paris. Ça sera du 14 au 18 octobre. Si vous m'aviez écouté, retour à Paris, non, mais la vraie question c'est retour à Paris. Oui, ça fait longtemps. Vous avez été infidèle, vous êtes allé à Lyon. Oui, mais parce que c'était l'après-Covid, c'est ça en fait. C'est l'après-Covid et donc il y a eu Lyon qui était un vrai succès aussi. Ouais, exactement. Lyon avait bien fonctionné, mais là on est de retour à Paris. La dernière édition s'est tenue en 2022. 2025, évidemment, on a été obligé de faire un effort tout particulier, mais en tous les cas, effectivement, la porte de Versailles sera bien remplie et en tous les cas très orientée business pour notre corporation. Ouais. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, c'est ça qui est important, c'est que il y a aussi des garagistes, des réparateurs, des gens qui changent les vitres, les assureurs. La personne qui s'occupe de votre voiture va aller sans doute à Équipe Auto pour voir les nouveaux. Et puis les nouveaux matériels, les nouvelles technologies. Et puis il y a tout ce qui va être animation. Il y a des conférences énormes sur toutes les réalités. On vous laisse parler. Excusez-moi, Monsieur le Président. Donc là, c'est vraiment l'innovation qui est à l'honneur. Combien d'exposants, Philippe ? Je vais faire une caricature, c'est 1 au mètre carré. 100 000. On a 100 000 mètres carrés d'exposition et on va avoir 100 000 pros qui vont se réunir pendant 5 jours. Donc ça va être un moment incroyable. En tous les cas, on a cette année fait un effort tout particulier pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles et faire en sorte que tous ces gens puissent profiter pendant 5 jours et faire beaucoup de business. 1400 exposants, ça c'est énorme. Ouais. Et encore, peut-être qu'il reste quelques places, pas beaucoup, mais il reste quelques places. Vous vous êtes mis au chinois, Philippe ? Très peu. Allez, tout de suite, Jean-Luc. Non, parce que la dernière fois que je suis allé à Équipe Auto, j'ai été surpris de voir qu'il y avait énormément de stands de Philippe Baudin. Il faut le dire, c'est normal, de sous-traitants chinois qui aujourd'hui fournissent l'industrie automobile un peu partout et l'aftermarket aussi d'ailleurs. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut considérer une chose, c'est que la Chine est devenue le premier fabricant mondial d'automobiles avec 30 millions de voitures. Donc les occulter, en tous les cas faire en sorte qu'ils ne participent pas à des événements comme Équipe Auto, ce serait faire une erreur fondamentale. Donc oui, évidemment, ils vont être là, mais il n'y a pas que, on a 35 pays qui vont être représentés. On a 50% d'internationaux qui vont être là. Ça va vraiment être c'est ce que l'on dit depuis le début et Laurence le dit parfaitement bien dans ses podcasts. C'est un salon international pour tous les passionnés d'automobile. Donc ça, effectivement, c'est génial. C'est le salon international des professionnels de l'automobile. Alors tous ceux qui nous écoutent, voilà, vous êtes au volant de votre voiture, vous avez besoin d'un professionnel pour changer une roue, pour changer une vitre, pour réparer votre moteur, qu'il soit électrique, thermique, GPL, hybride. Ouais. C'est tous ces métiers-là qui sont sans ces métiers, on ne peut pas rouler, donc on n'aurait pas la liberté de notre mobilité. Et ça, c'est vraiment important. Revenons sur les grands rendez-vous qu'il va y avoir, parce que comme ce sont les 50 ans, il y a des événements dans tous les sens. Et notre ami François Alain, il sera avec il va démonter des Jeeps, j'ai vu. Deux Jeep Willys. Mais au-delà du côté très sympa, il y a des expositions, il y a plein de conférences.
Il y a plein de conférences qui vont rythmer les journées. On a des forums qui vont être organisés. On va y parler de technologie. Donc, on a une Tech Academy, une Tech Arena qui va permettre à des ingénieurs, puisque c'est aussi un des points forts d'Equipoto, c'est d'informer et de décrypter les enjeux du marché. Donc, on a des gens qui vont venir expliquer le pourquoi du comment de ces nouvelles technologies et faire en sorte que tous les professionnels comprennent les enjeux d'aujourd'hui, de demain, avec toutes les mutations auxquelles on doit faire face aujourd'hui dans le monde de la mobilité. Donc, c'est aussi ça qu'on va essayer de faire, que l'on va pas essayer, que l'on va faire pour Equipoto. Donc évidemment, il y a les forums, comme vous l'avez dit très justement, il y a les forums, il y a toute l'animation des villages qui vont être là par thématique, par métier, les carrossiers vont pouvoir y retrouver. On peut en parler des villages, Philippe, parce qu'ils sont plus qu'intéressants. Il y en a plein. Il y en a deux pour moi qui sont majeurs. Il y en a un que l'on a dédié cette année, que l'on a appelé le village Avenir, qui est un village qui va permettre la transmission des savoirs. Les jeunes qui vont venir nous voir et que l'on invite à venir avec de nombreuses écoles vont pouvoir aller dans cet espace pour découvrir et appréhender peut-être et découvrir des vocations ou des métiers, des formations, parce que nous avons, nous, une obligation de transmettre nos savoirs à ces jeunes, parce que ce seront les professionnels de demain. Donc ça, c'est un village extrêmement important. Il y en a 8, des villages par thématique. Il y en a un autre qui est très important, j'en ai parlé il y a quelques secondes, c'est le village de la tech, de la technologie, des nouvelles technologies. On va avoir une aire extérieure de démonstration dynamique sur justement ces nouvelles technologies, avec des grands équipementiers qui vont nous mettre à disposition tous leurs matériaux, en tous les cas leurs outils de démonstration pour faire en sorte, encore une fois, que les professionnels appréhendent de manière visuelle toutes ces évolutions technologiques. Le village du pneu. Oui, c'est ça, avec Dominique Stenfeld. Bah oui. Mais oui, avec Dominique. Dominique nous a tourné vers l'avenir cette année. Il y a une petite partie rétro et puis le reste tourné vers l'avenir, c'est ça. Ouais, mais en fait, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut savoir d'où on vient. On ne sait pas encore très exactement où on va, mais il faut pas oublier d'où on vient. Donc évidemment, François va être là pour nous accompagner. C'est le petit clin d'œil. Mais on est vraiment orienté sur les nouvelles technologies. Des belles expositions, puisque vous êtes aussi avec le 4L Trophy, vous êtes aussi partenaire de la Croisière Verte, qui sont aussi des événements qui sont liés aussi à l'humanitaire ou au développement, à l'écologie. C'est vraiment, moi c'est un salon que j'ai appris à découvrir grâce à mon podcast et grâce à tous les gens que j'ai rencontrés. Mais c'est vraiment, il faut pas oublier que tous ces métiers, tous ces gens d'abord sont des gens extraordinaires. Le milieu de l'automobile et la filière de l'aftermarket, c'est vraiment un milieu de vraies personnes, des gens authentiques qui savent travailler. Ben comme vous, même Jean-Luc qui répare ses voitures, donc il sait très bien de quoi je veux parler. Mais... oui, je suis en train de me pencher sur un pont élévateur 4 colonnes. Alors vous voyez. On va pouvoir l'aider, Jean-Luc. On va pouvoir l'aider. Laurence Philippe, j'ai quand même une question. Tout à l'heure, vous nous avez super bien vendu Equipoto. Moi j'adore ce salon. Moi j'ai envie d'y aller, ça y est. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'étudiants qui pourraient venir visiter Equipoto, mais pourquoi ne pas certaines journées l'ouvrir au grand public? Très bonne question de Jean-Luc N de Paris. C'est une excellente question. Aujourd'hui et depuis 50 ans, c'est un salon qui a été dédié, c'est un salon dédié aux professionnels. La question aujourd'hui de faire venir des particuliers, en tous les cas non professionnels, pour venir à ce salon. Oui, mais des passionnés, là, on est d'accord. Des passionnés, c'est une question que l'on s'est posée. En tout état de cause, rien n'empêche les gens de pouvoir s'inscrire et prendre un badge pour y venir. Les portes ne sont pas fermées. On n'est pas sectaire. D'accord, c'est-à-dire que moi demain, hormis le fait que je suis journaliste, mais si j'étais un simple particulier, je pourrais m'inscrire et pour avoir un badge. Sur le site internet. Et si vous prenez maintenant, il y a une offre à 15 €, je crois, au lieu de 60 sur place quand vous allez rentrer. Voilà, moi je vous fais la totale. Je fais du radio achat. La totale est faite, radio achat, tout va bien. Donc ça veut dire que ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie d'aller à Equipoto, ils peuvent y aller. Voilà. C'est pas clos. On vous demandera pas une carte professionnelle à l'entrée. Non. Surtout que, comme on l'a dit, et on va devoir se quitter, Philippe Baudin, mais tous les samedis on fera un rendez-vous sur Equipoto parce que c'est vraiment un rendez-vous qui nous concerne, nous les automobilistes, la mobilité. Oui, surtout les innovations aussi pour savoir de quoi sera faite l'automobile de 2030. Et puis rencontrer les professionnels qui s'occupent de nos voitures au jour le jour. Et puis, comme le dit Philippe, l'avenir, c'est-à-dire que on l'a vu, il y a une étude qui est parue il y a pas longtemps, il y a une hausse exponentielle des jeunes qui vont s'inscrire en école. On connaît bien le Garac, qu'on aime beaucoup. Il y a la Forpa, il y a plein d'écoles qui forment. Il y en a plein. Ouais, il y a plein. Donc voilà, venez. Oui.
En tous les cas, on est très impatient d'y être. On est surtout aussi très fiers d'avoir Sud Radio comme radio officielle du salon. Je tiens juste à le préciser parce qu'on va se retrouver. Est-ce qu'il y aura un gros gâteau pour les 50 ans? Il y aura un énorme gâteau, Jean-Luc. Il y aura énorme gâteau. Et puis on va conclure là-dessus. Il y aura aussi les 40 ans des grands prix internationaux de l'innovation automobile qui vont se faire sur Equipoto. Bah, super. Et j'aurai le plaisir de faire la remise des prix. Voilà, ça c'est dit. Exactement. On y sera tous les deux, Laurent. Moi, je suis tatoué Equipoto et j'adore. Merci beaucoup, Philippe Baudin. Merci, excellent week-end à vous en tous les cas. Merci, et puis, à bientôt. Un gros clin d'œil à toute cette équipe, Aurélie Jouve, directrice du salon. On a monsieur Claude Cham, qui est le président d'Equipoto SAS. Et puis toute l'équipe avec laquelle on travaille, vous allez les rencontrer sur le salon. C'est vraiment extraordinaire ce salon. Donc, t'as raison, très bonne question. N'hésitez pas à aller sur le site Equipoto, équipe avec un apostrophe, il n'y a pas de E et plus loin auto. Et prenez un badge, allez-y, venez rencontrer les professionnels de la mobilité, de l'aftermarket. C'est surprenant parfois. C'est génial. Ouais. Et puis il y a des super trucs en plus. Allez, on y va, on continue, car juste après avoir parlé de ce salon qui me tient à cœur, Jean-Luc va prendre le volant d'une voiture. Et oui, c'est un rendez-vous qui reste dans la version 2025-2026. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Ah, quel moment c'est vraiment un des moments préférés de cette émission. Moi, j'aime beaucoup quand mon ami Jean-Luc prend le volant. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes nombreux, vous allez pouvoir suivre cet essai sur la page Facebook de Sud Radio. Et puis, évidemment, on retrouvera l'entièreté de l'essai sur la page YouTube de Sud Radio. L'ami Jean-Luc, quelle voiture aujourd'hui? Sur la page YouTube, c'est ça, la chaîne YouTube de Sud Radio. Ouais, où il y a beaucoup de monde qui regarde. J'ai été surpris, j'ai regardé les chiffres d'audience, c'est vraiment bien. Alors aujourd'hui, on essaye la Smart #5 Brabus. Vous allez me dire, j'y comprends rien. Cette Smart #5 Brabus, c'est un SUV, mais pas un SUV comme les autres. D'abord, c'est un modèle chinois. Aujourd'hui, Smart, c'est chinois. Oui, voilà. Qui propose des caractéristiques, je vais dire, atypiques. Tout d'abord, il y a 4 roues motrices et une puissance hallucinante. Vous êtes assise, 646 chevaux. Une grosse batterie de 100 kWh qui peut également se recharger ultra rapidement, jusqu'à 420 kW, c'est énorme. Le tout à un tarif assez raisonnable. Vous comprendrez pourquoi je dis assez. Malgré des taxes qui frappent les véhicules électriques chinois et puis l'absence de bonus. Est-ce que c'est un engin à mettre entre toutes les mains? C'est la question qu'on va se poser. Bon, le style, vous le voyez, pour ceux qui ont la vidéo, c'est une inspiration un peu Jeep, un peu Land Rover. C'est un beau bébé qui fait 4,70 m de long. On est aux antipodes de la première Smart, souvenez-vous, de 2,50 m. Le design est beaucoup plus abrupt également que cette Smart Fortwo, particulièrement pour cette version Brabus qui a des grandes jantes de 21 pouces. L'arrière est très vertical. L'avantage, c'est que ça permet d'offrir un volume de chargement assez vaste. On a 630 litres. Pour ouvrir le coffre, si on vous l'a pas expliqué, vous pouvez rester comme une poule qui a trouvé un porte-plume. Il faut appuyer dans le rond, dans le A de Smart et ça ouvre le coffre électriquement. Les poignées de porte aussi sont escamotables. Elles permettent d'accéder à l'arrière à un vaste espace. On a beaucoup de place pour les jambes. Et en plus, cette version haut de gamme offre un toit panoramique vitré. L'équipement est d'ailleurs très complet avec, entre autres, des sièges arrière à réglage électrique, également chauffants. L'ouverture des portes est aussi à commande électrique. On appuie sur un petit bouton. Quant au siège avant, ils sont en Alcantara comme toute la sellerie sur cette version Brabus. Ils sont chauffants et ventilés. Vous allez comprendre que ventiler, ça peut être nécessaire vu la puissance du truc. Bon, les geeks vont être à la fête avec la planche de bord sur cette Smart #5 puisqu'elle regroupe pas moins de 3 grands écrans. Le premier, c'est classique, il est derrière le volant, qui est lui aussi en Alcantara. Il est d'une taille de 10,25 pouces. Il fait office de tableau de bord. Il est doublé par un affichage tête haute sur cette version. Le second, 13 pouces, donne accès aux fonctions de la voiture. Le troisième, lui aussi, de 13 pouces, fait office d'infodivertissement. Pour le passager, il a son petit truc, il peut jouer, il a son écran, il peut regarder des vidéos, il fait ce qu'il veut, mais il va surtout vomir quand vous aurez mis la voiture en route et que vous serez rentré dans les virages. Bon, les différents menus sont pas forcément très faciles à appréhender. Il faut par exemple beaucoup de manipulations de sous-menus pour désactiver les aides à la conduite que j'appelle moi casse-pied. Et puis côté de qualité de fabrication, la voiture souffle le chaud et froid. C'est bien avec de l'Alcantara un peu partout, avec des aérateurs
de grande taille qui sont faciles à manipuler. C'est moins bien parce qu'on a encore des plastiques rigides qui habillent la planche de bord, ce qu'on peut pardonner à une voiture chinoise à 20 000 euros, mais difficilement à un modèle qui dépasse les 60 000 euros. En revanche, le constructeur a été plutôt généreux sur la cavalerie. Cette version Brabus, elle est dotée de 2 moteurs. Elle affiche, comme je vous l'ai dit, 646 chevaux, 710 Nm de couple. Évidemment, les accélérations sont canons. Malgré les 2,4 tonnes de l'engin, on passe de 0 à 100 en 3 secondes 8. C'est le temps d'une supercar il y a 10 ans. Avec les 4 roues motrices, les chevaux passent assez facilement au sol, mais le châssis est réglé confort et il n'y a pas de suspension active. On peut donc vite être débordé par la générosité de la mécanique. Et comme si ça ne suffisait pas, on dispose en plus d'un mode Brabus. On appuie sur un petit bouton qui augmente la réactivité de la pédale d'accélérateur. Franchement, il faut réapprendre à doubler. C'est-à-dire, il faut déboîter avant d'accélérer, sinon vous vous encastrez dans le véhicule qui est devant, tellement ça pousse fort. Dans les courbes, si on décide de rouler un peu sportivement, on peut également se faire embarquer assez facilement. En clair, lorsqu'on n'est pas habitué aux véhicules de forte puissance, on peut se faire peur. Vraiment. Deuxième souci, c'est lorsqu'on a le pied un peu lourd, la consommation s'envole. En restant raisonnable, c'est-à-dire en roulant, en respectant les limitations de vitesse, j'ai réussi à ne consommer que, entre guillemets, 21,6 kWh au 100 km. Bon, c'est un chiffre qui grimpe au-delà de 30 kWh au 100 km lorsqu'on sollicite la bête. Et pour la solliciter, c'est pas très compliqué. Il suffit d'effleurer la pédale des gaz et vous êtes incrusté dans l'appui-tête. Voilà. Bon. Les 540 km d'autonomie qui sont promis par Smart sont très optimistes, malgré une batterie gigantesque de 100 kWh. Sur autoroute à 130, on consomme aussi pas mal, 28,7 kWh, ce qui démontre que la voiture n'est pas forcément très aérodynamique. On fera donc au plus 400 km sur route et 300 km sur autoroute, mais la Smart #5 Brabus a un atout de taille, sa vitesse de charge qui est sans doute la plus élevée de tous les véhicules électriques actuellement. En courant alternatif, elle peut absorber 22 kW de puissance et grâce à l'architecture 800 volts de la batterie, la puissance de charge en courant continu dépasse 400 kW. Je vous le dis différemment, en clair, on peut passer de 10 à 80% en 15 minutes. Moi, j'étais à 50% de batterie. Normalement, il faut être très bas pour avoir la puissance maxi. Je me suis arrêté 6 minutes, j'ai récupéré 100 km d'autonomie en 6 minutes. C'est le véhicule en ce moment qui recharge le plus rapidement, à condition de trouver une borne suffisamment puissante. Il y a quand même une réflexion qui vient à l'esprit à la fin de cet essai, c'est ça sert à quoi un engin comme ça? Je vais vous le dire honnêtement, ça sert à rien. Sinon, à se faire plaisir. Ouais, sinon à avoir des frissons quand on est au volant. Bon, quand tout se passe bien, on rend la voiture. Celui qui n'est pas habitué, franchement, le hic en plus, c'est que sans bonus, parce qu'il n'y a pas de bonus, la voiture est fabriquée en Chine, avec des taxes qui ont augmenté, le monstre s'affiche à 62 580 €. Une petite parenthèse, si on n'avait pas toutes ces taxes, on serait en dessous de 50 000 € pour un engin qui a les performances d'une Lamborghini top d'il y a 10 ans. Donc quelque part, on peut. C'est la conclusion de mon essai d'ailleurs en vidéo. Je dis voilà ce que sont capables de faire les Chinois. Donc malheureusement. Je discutais avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui est le patron de BMW France, la semaine dernière, et qui me disait que la filière automobile, donc les constructeurs, c'est l'environnement qui a eu le plus de gros changements de réglementation, de normes. Dans toute l'histoire de l'industrie mondiale, c'est l'industrie automobile qui se prend le plus cher. Plus de 25 normes et réglementations différentes régulièrement, ils en peuvent plus. Mais c'est pour ça que le prix des voitures a explosé. On en parlera à la fin de cette excellente émission où on verra que l'automobile est devenu un luxe. Et voilà. Allez, quant à nous, on va s'offrir le luxe de vous dire que vous pouvez retrouver toute la vidéo, tout l'essai en détail de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Vous en avez vu un extrait seulement sur la page Facebook. Quant à nous, on va parler leasing social 2025, comment ça marche, qui peut en bénéficier, quel sera le montant des aides, on va poser toutes les questions, qui va payer les bonus, etc. à notre invité, qui est rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com, Pierre-Olivier Marie, qui va tout nous expliquer sur le leasing social. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vite.
Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et je vous propose bien sûr de rester en notre compagnie car juste avant midi, on va parler de cette automobile qui serait devenue un luxe pour les Français. Tiens, puisqu'on parle d'argent, on va tout de suite évoquer le leasing social avec Pierre-Olivier Marie qui est rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Laurent, c'est Jean-Luc. J'imagine que vos amis vous appellent Pierrot ? Ou Pomme, mes initiales. Ça y est, je vous ai tout dit. Pomme, c'est bien, j'adore. Pomme, mais vous avez un téléphone Apple, évidemment. Oh. Oui. Ouais, bah. Alors, on va croquer dans le sujet. Avant de démarrer, juste pour planter le décor, la semaine prochaine, quand je vous ai dit que tous les 15 jours, on aura un rendez-vous voiture d'occasion, on aura un rendez-vous voiture d'occasion en partenariat avec Caradisiac pour tout ce qui est partie éditoriale, et puis avec la centrale où on vous donnera les bons plans qui parle des voitures dont qu'on aura évoqué juste avant. Voilà. Très bien. Alors, donc on va avoir beaucoup de Caradisiac cette saison. Aujourd'hui, on va avec décrypter le leasing social pour tous ceux qui en entendent parler. Démarre le 30 septembre et avec quelques changements par rapport à l'année dernière. Déjà un petit peu moins de sous pour ceux qui vont bénéficier du leasing social. Déjà qu'ils n'étaient pas beaucoup. Non, mais ce sera sur chaque voiture, 369 millions. Oui, voilà. Bon, débloqués par l'État au lieu de 650. D'accord. Donc ça fera un peu moins de sous. Pardon, Jean-Luc. Ouais, 7 000 € par voiture au lieu de 13 000. Donc c'est un petit peu moins, mais vous verrez que les constructeurs ont fait des efforts. On va parler des prix juste avant. En plus, on dit l'État, mais c'est pas l'État qui va payer. C'est ça qui est génial. Remettons l'église au milieu du village. Qu'est-ce que le leasing social ? Alors le leasing social doit permettre aux plus modestes de pouvoir acheter en leasing un véhicule électrique. Donc c'est les certificats d'économie d'énergie. Bon, en clair, c'est EDF, Total, etc. C'est eux qui paieront la facture. Voilà, c'est plus l'État. Donc c'est facile de donner de l'argent quand c'est pas le sien. Enfin moi, en tout cas, si vous me donnez votre carte de crédit, Laurence, je vous ferai une démonstration. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Donc cette opération va quand même pouvoir bénéficier à pas mal de monde. Normalement, c'est 50 000 véhicules qui vont pouvoir être attribués. Il y a des conditions assez restrictives. Je les donne après. On parle avec Pomme des voitures intéressantes. Il faut avoir des revenus qui ne dépassent pas 16 300 € par an. Il faut des gens qui travaillent, qui se servent de leur voiture pour aller à travailler et qu'il faut qu'ils fassent au moins 15 km. Si vous habitez à côté, on vous conseillera d'y aller à pied. C'est-à-dire que si tu fais 14 km, il n'y a pas le droit. Ouais, bon, c'est ridicule quand même, ça doit pouvoir passer, mais il faut en plus faire 8000 km par an au moins pour aller travailler. Bon, voilà. Non, mais on aime bien en France, quand on fait des réglementations, on aime bien les compliquer pour que personne ne puisse rien comprendre. Bon, bref, c'est le concessionnaire en allant le voir qui vous dira si oui ou non vous pouvez bénéficier du leasing social. On est d'accord que d'abord c'est le revenu de la famille. Oui, c'est d'abord le premier. Par part. Oui, parce que si c'était toute la famille, c'est 1300 €. Je vois pas comment les gens pourraient avoir envie d'acheter une voiture s'ils sont 15 et qu'ils ont que 16 300 €, par exemple. Bon, alors voilà, on a planté le décor, on a expliqué ce que c'est que le leasing social. Maintenant, il y a un peu à boire et à manger dans ce que proposent les constructeurs. Combien de voitures déjà, Pomme? Il y a 25 modèles éligibles pour le moment pour le leasing social. Les constructeurs français jouent bien le jeu. Il y a des Citroën, des Peugeot, des Renault. Et il y a aussi des modèles de toute catégorie. Donc c'est ça qui peut être intéressant malgré tout. Vous avez évidemment des citadines, genre Citroën IC3. On citera aussi la Fiat Grande Panda, qui est pas française, mais qui appartient au groupe Stellantis. Donc il y a des voitures à des prix qui vont de 95 € à 199 € par mois. C'est ça la fourchette. Et des voitures des citadines et des familiales, des voitures un peu plus grandes. Donc il y a quand même un peu de choix. Pierre-Olivier, ce que je propose, c'est qu'on prenne les constructeurs un par un, comme ça va être plus simple. Il n'y a pas tant de voitures que ça. On ne parlera pas des toutes, mais des meilleures affaires chez chaque constructeur. Comme on aura Édouard Georges avec nous la semaine prochaine, le patron de Citroën, on peut peut-être commencer par Citroën. Il y a d'ailleurs les publicités qui passent à la télé avec un tarif très attractif, mais même à la radio, pour la IC3. Ouais, la IC3U d'entrée de gamme là à 95 € par mois avec moteur de 113 chevaux. Enfin voilà, ça commence à être intéressant. C'est une petite voiture très très facile à vivre au quotidien, plutôt confortable. J'avais essayé il y a pas longtemps. Donc ça c'est une des offres phares à mon sens de cette opération leasing social. Mais je sais que Citroën, parce qu'on l'a aussi interviewé chez Caradisiac, ils misent beaucoup sur la IC3 Aircross U. Donc c'est le SUV dérivé de la C3 qui est électrique et qui lui offre quand même
pas mal de place, un grand coffre, et c'est 119 € par mois. Donc là, c'est pas beaucoup. C'est une des voitures qui devrait quand même pas mal fonctionner. Si tant est que si tant est que les concessionnaires puissent avoir, parce qu'on va voir. Il paraît que cette année ils sont prêts. Voilà. On posera la question la semaine prochaine. À Monsieur Citroën. Ça va être intéressant. Comme vous disiez, Jean-Luc, c'est 50 000 dossiers, donc ça va être un peu premier arrivé, premier servi. Oui, puis Pierre-Olivier Marie, vous qui êtes rédacteur en chef adjoint de Caradisiac.com, on sait que le premier leasing social, ça a été la gabegie pour les concessionnaires, enfin pour tout le monde. Parce qu'il a fallu qu'ils avancent l'argent. Oui. Alors il paraît que ça c'est réglé. Et comme c'est pas l'État qui va les payer, c'est les CE. Normalement, ils devraient être payés plus rapidement. Bon, on leur souhaite en tout cas. Alors la star l'année dernière, c'était la Peugeot i208. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais à quel tarif cette année ? En version allure à 135 € par mois, donc elle est pas bradée. C'est pas une des offres les plus alléchantes financièrement. Par contre, c'est une finition allure, donc elle est un petit peu plus luxueuse. Et on citera aussi chez Peugeot la 208 GT, donc c'est un peu encore mieux équipée. Elle, c'est 150 € par mois. Mais chez Peugeot, ce qui peut être intéressant, c'est la 2008 parce que c'est un petit SUV qui lui aussi un petit SUV, oui. On est en train de voir un petit SUV, qui a pas mal d'espace et qui est 165 € par mois. Bon, c'est une offre moins alléchante que ce que propose Citroën, mais bon, ça mérite d'être considéré. Alors, si vous avez vraiment besoin de place, il y a le e-Rifter, donc c'est l'équivalent du berlingot Citroën, donc ça, c'est un ludospace, et là c'est 155 € par mois pour le e-Rifter. Ça commence à être intéressant aussi pour les familles nombreuses ou si vous avez pas mal de choses à transporter. On est passé à un nom qui m'a beaucoup plu, ludospace. Ouais, oui, moi j'aime pas le oui, c'est vrai que c'est une j'aime pas les ludospaces. Bon bref, par contre j'aime bien la R5. Alors la R5 va être proposée, mais dans une nouvelle version que personne n'a encore essayé, 95 chevaux avec une petite batterie et qui prend même pas de charge rapide. Là, on peut se dire. Oui, donc c'est la R5 pour utiliser autour de chez soi. Voilà, c'est la misère. C'est vraiment pas. Mais vous pouvez pas autour de chez vous. Pierre-Olivier Marie, vous pouvez pas autour de chez vous parce qu'il faut faire minimum 15 km de chez vous. Oui. Non, mais celle-ci propose pas de recharge rapide ou semi-rapide. Donc celle-ci, c'est vraiment 120 avec le moteur 95 chevaux. Par contre, chez Renault, il y a la R5 Evolution. Oui, ça c'est mieux. 120 chevaux. Celle-là, elle est mieux, elle charge plus vite. Et elle, c'est 139 € par mois. Je pense que ça vaut le coup de faire l'effort parce que là, vous avez une voiture plus polyvalente, plus facile à utiliser. Le leasing social, si on juste une petite parenthèse, sur combien de temps en fait, quand je bénéficie du leasing social, j'ai la voiture combien de temps à ce prix-là ? 3 ans. 3 ans. Et qu'est-ce que je fais après ? C'est 36 mois. En général, c'est 36 000 kilomètres. Donc c'est comme un LOA en fait. Oui, mais quand vous la rendez, en fait, vous avez... non, pas forcément cette année. C'est la nouveauté de cette année. Il y a aussi une option d'achat. Avant, c'était juste une location longue durée. Et maintenant, c'est soit LLD, soit LOA. Donc vous pouvez éventuellement la racheter au terme du contrat. Mais on est d'accord que comme tout ce type de contrat, il faut la rendre impeccable, sinon. Sinon, on vous facture, ça peut vous coûter. Donc, il est où le leasing social ? Enfin, voilà. Oui, non, mais il y a du leasing social. Il faut être soigneux. Voilà. Même chose quand vous avez ce genre de véhicule, il faut l'assurer. Donc, si vous êtes, par exemple, jeune conducteur, parce que faut pas se leurrer, ça va pas bénéficier à des gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Ça va bénéficier à des étudiants dont les parents ont un peu de sous et qui eux ne gagnent pas beaucoup et qui. Voici le coup de G de Jean-Luc M sur Sud Radio. Et donc ces étudiants, là où ils vont se faire avoir, entre guillemets, c'est au niveau de l'assurance. Ça va leur coûter aussi cher que le leasing, si ça se trouve. Très bonne réaction de Stéphane, notre troisième co-animateur de On Parle Auto sur Sud Radio. Stéphane qui nous dit et comment on fait pour ceux qui veulent aussi avoir accès à l'emploi ? C'est inaccessible pour eux puisqu'ils n'ont pas de travail non plus. Il faut déjà bosser avec un salaire de misère. Voilà, en fait, ça va pas être accessible à... Oui, bon, ça a bien marché l'année dernière. On va dire que ça va bien marcher cette année. Ça permet de doper un peu le marché de l'électrique. Ça, c'est bien. On a parlé... Alors, dans les offres à moins de 100 €, il y a aussi l'Inster chez Hyundai, c'est ça ? Voilà, le petit SUV qui a un petit look assez rigolo. C'est vraiment une toute petite voiture et c'est 99 € par mois. Donc ça fait partie des rares offres à moins de 100 € par mois et ça devrait pas mal fonctionner avec, on l'a dit, la grande Panda chez Fiat aussi qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc il y a quand même des voitures à des prix intéressants, vraiment. Et puis il y a beaucoup de nouveautés.
il y a pas mal de nouveautés parce que même chez Alfa Romeo, il y a la Junior spéciale. Alors là, on est plutôt dans le haut du tableau parce que c'est 180 haut du panier, oui, 199 € par mois. Donc là, c'est vraiment le modèle, quasiment un des modèles les plus chers de cette offre. Je suis pas sûr qu'ils en vendent beaucoup, mais bon, en tout cas, elle est éligible au leasing social, donc elle mérite d'être citée, tout comme la Cupra Born également. Ah oui. Donc il y a des voitures un petit peu électriques, mais à connotation un peu sportive, un peu haut de gamme. Je rajouterais le Skoda Elroq qui est très bon. Excellent véhicule. Excellent véhicule qui est proposé à 149 € par mois. Je crois que c'est une des meilleures affaires du leasing social en rapport coût-prestation. Bon, mais en tout cas, merci. Exactement ça. Pomme, Pierre-Olivier Marie, ça va vous garder. Pierre-Olivier qu'on aura maintenant un peu plus souvent, voilà. Pomme. J'adore. Rédacteur en chef adjoint de Caradisiac.com d'avoir été avec nous, puisque Caradisiac devient, vous l'avez compris, un des partenaires de On parle auto et sur Sud Radio, qui est la voiture qui aime l'automobile. Non, c'est pas la voiture, c'est la radio. La radio qui aime. Ça, c'est à 4 heures, c'est normal. C'est ça. Bon week-end, Pierre-Olivier Marie. À très bientôt. À très bientôt. Allez, à suivre le retour de l'info sur Sud Radio. Et puis on va parler pneus. Avez-vous déjà entendu parler du verglas d'été ou avez-vous déjà subi le verglas d'été? Parlons pneus, ce sera juste après l'info sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes avec vous. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Vous êtes de nouveau tous présents sur la page Facebook de Sud Radio. Ça nous fait plaisir. Renaud est arrivé. Évidemment, Stéphane, notre co-animateur. Vous êtes tous les co-animateurs. Christophe, Marc, qui est également là. Tiens, Christophe nous dit, Jean-Luc, puisqu'on a évoqué le nouveau rendez-vous dont on parle auto sur une semaine une voiture neuve, une semaine voiture d'occasion. Et il dit, ouais, c'est pourtant bien aussi de nous montrer des autos à plus de 50 000 €. Vous êtes là et c'est très bien pour nous montrer tout ce qui existe sur la planète automobile. Donc on continuera de le sur faire. La planète automobile, oui. et puis en tout cas, on est avec vous jusqu'à midi. Alors au programme de cette deuxième heure, un grand sujet à la fin. Il faut que tout le monde reste avec nous sur le dossier actualité parce que ça nous concerne tous. Oui, on en a parlé un petit peu cette semaine. On a parlé beaucoup sur les médias mainstream, on va dire ça comme ça, pour parler en bon français. Mais on parle jeunes, dis donc. Exactement, puisque Léo Kerr, qu'on connaît bien, l'assurance, a fait une étude qui démontre que 74% des Français, la voiture est devenue un luxe. Donc on rentrera dans le détail de tous ces chiffres. Vous allez voir que c'est surprenant. Et surtout, on va se dire que pendant des décennies et même pendant un siècle, les constructeurs se sont évertués à faire des véhicules accessibles au plus grand nombre et qu'aujourd'hui, on est dans une phase inverse. C'est-à-dire que demain, peut-être qu'on pourra plus se payer de voitures quand on sera surtout, peut-être qu'on pourra plus les réparer. Français moyen. Et on n'aura plus les moyens de les réparer. Payer parce qu'on peut pas se les réparer. On en parlera en détail. On va faire un petit détour par un grand événement où il y a des voitures, mais il y a aussi des avions. Il y a aussi des avions. Alors, je parle pas de François Alain, qui est un avion de chasse, comme tout le monde le sait, mais on ira à Air Légende, à Melun-Villaroche. Et on vous expliquera ce que c'est que cet aérodrome, qui est assez surprenant. Enfin, pas aérodrome, c'est un vrai aéroport avec une grande piste où pouvaient se poser des gros porteurs. C'est aussi un endroit où Safran fabrique les réacteurs du Rafale, le M88. Donc c'est très lié à l'aviation, mais il y a aussi des autos. Et voilà, et c'est pour ça il y a François Alain qui est le parrain de l'événement. Et donc on le rend direct depuis l'événement. Notre journaliste de collection parce qu'il a passé les 30 ans de sa carte d'identité. Et puis on va évidemment vous donner la parole à vous aussi. On retrouvera sans doute Stéphane qui a une question à nous poser. Et d'ailleurs vous pouvez le faire. Soit vous nous écrivez je participe @sudradio.fr et vous mettez bien On parle auto dans l'objet, vous mettez bien toute votre question et toutes vos coordonnées s'il vous plaît, dont votre numéro de téléphone, il y en a encore qu'oublié de le mettre, ou sinon vous nous appelez dès maintenant. Nous avons Aude qui vous attend au standard au 0826 300 300. Allez, tout de suite, on commence par le premier sujet. Et c'était une chronique que vous adorez, donc on la garde cette année également. Parlons pneus, parlons bien, parlons pneus, c'est maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et bonjour Dominique Stemfel.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Dominique. Président du syndicat du pneu. Alors, un sujet qui tombe très bien parce qu'il est totalement en phase avec l'état de Laurence ce matin. On va parler du verglas d'été parce qu'elle est... Bon, voilà. Non, pas du tout. Mais non, je ne suis pas verglacée. Le verglas d'été, il y en a qui se disent, bon ça y est, ils ont vraiment beaucoup picolé. Alors pas moi, je tiens à le préciser quand même. Mais c'est quelque chose de réel, Dominique. C'est quoi le verglas d'été? Comment ça se produit? Alors le verglas d'été, on y a tous eu droit, de manière consciente ou même inconsciente. En fait, pendant la période très chaude, des graisses se déposent sur le bitume, sur la chaussée, qui sont issues soit des huiles qui proviennent du moteur, soit qui proviennent de la combustion du carburant. Et en fait, une pellicule grasse s'est déposée sur les routes. Et lorsqu'il pleut, la pluie dissout cette pellicule grasse. Le passage des voitures l'émulsionne. D'ailleurs, souvent on voit comme de la mousse de savon qui sur ça fait blanc, voilà. Effectivement. Voilà. Et donc en fait, c'est tout simplement ces produits gras qui se transforment en savon, en savonnette. Et ça glisse vraiment, c'est incroyable. Moi, ça m'est arrivé une fois là. Waouh! Et ça glisse vraiment, d'autant plus qu'on a souvent aussi des dépôts d'huile provenant du moteur au niveau des zones d'arrêt, les feux rouges, les stops, etc. Et quand on veut s'arrêter, on s'arrête pas parce que le pneu se met à glisser. Et ça, on n'y peut rien. Oui, j'allais dire, il n'y a rien à faire malheureusement. Juste être un peu plus prudent quand il se met à pleuvoir, quand il y a surtout des grosses pluies orageuses après une longue période de sécheresse. Surtout être attentif, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour attirer l'attention, attirer l'attention des automobilistes sur le fait qu'après une longue période de sécheresse, il y a des risques de glissade imprévus. Est-ce que ça marche aussi, excuse-moi, l'hiver, quand il n'y a pas de verglas? Je veux dire, est-ce qu'on a les mêmes conséquences? Par exemple, pendant 15 jours, on a un anticyclone, donc on est en plein hiver, ça va être sec, et il va y avoir de la pluie qui va arriver, on sera peut-être à 5-7 degrés. Est-ce que même l'hiver, ça fonctionne pareil? Ah oui, en fait, c'est le résultat d'une pellicule grasse déposée sur les chaussées, qu'une pluie, même fine, peut transformer effectivement en savon, et ça marche aussi bien l'hiver. Alors l'hiver, on a du verglas d'hiver aussi. Oui, bien sûr. Puisqu'on était dans les orages, alors je sais, vous allez rajouter au désespoir. Désolé. Entendu la perche. Bon, justement au désespoir, l'orage, il y a l'aquaplaning aussi. Ça, c'est... Alors, il y a Holiday on Ice également. Ouais. C'est l'autre conséquence, c'est qu'on peut avoir des orages très forts, très importants, très subis, avec des chutes de pluie très fortes et qui font qu'effectivement les pneumatiques ne peuvent plus absorber la couche d'eau qui se trouve sur le sol. Et qui va créer de l'aquaplanage ou de l'aquaplaning, comme on veut, qui résulte en fait du fait que le pneumatique ne peut pas évacuer suffisamment d'eau et se met à planer au-dessus de la couche d'eau. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on a des pneus de plus en plus larges. Alors, quand on avait des pneus étroits, ça c'était moins, mais aujourd'hui avec des pneus très très larges, il faut en fait que l'eau qui se trouve au centre du pneu soit évacuée. Elle a un chemin plus long à faire, et donc on a plus de risques d'aquaplanage avec des pneus très larges. Et il faut faire quoi? Il faut faire quoi quand on sent d'un coup la direction qui flotte, parce que c'est exactement ça. On touche à rien, on est d'accord. On n'accélère pas, on freine pas. Il faut si on a le temps, on peut tenir le volant. Une petite prière. Il faut tenir le volant, essayer de tenir le cap. Alors ça dure quelques instants. L'aquaplaning, c'est pas des très longues distances, mais surtout on saute pas sur les freins surtout. Il faut pas faire une manœuvre de sauvetage qui pourrait être contraire à l'intérêt de l'automobiliste et de la voiture. Dominique Stempfel, vous qui êtes président du syndicat du pneu, et vous aussi l'ami Jean-Luc, on a une très très bonne réaction de Desmos sur la page Facebook de Sud Radio. On parlait de verglas d'été, donc le côté un peu savon quand il a pas plus longtemps et qu'il se met à pleuvoir. Et Desmos dit attention aussi, également les ronds-points à proximité des stations-service sont de véritables savonnettes. Oui, parce que
fait, les voitures. Ceux qui font le plein à ras-bord, ils prennent le rond-point et il y a toujours un petit peu. Alors ça, c'est autre chose. Hein. Oui, mais ça peut. C'est dans le côté ça glisse. Peut-être qu'un jour qu'on parlera justement du gasoil qui est répandu sur la chaussée. Il faut faire quoi, comment, etc. J'ai une question moi à vous poser de la part de Laurence P de Sud Radio. On parle auto tous les samedis matins de 10h à midi. On a parlé de ces savonnettes, ce côté verglas d'été. Est-ce que j'ai, selon mes pneus, soit des pneus 4 saisons, soit est-ce que ça change l'adhérence de mon pneu si j'ai un pneu classique ou un pneu 4 saisons sur ce type hiver, sur ce type de... Là, en l'occurrence, non, ça change rien, puisqu'en fait, c'est tout simplement une pellicule grasse. Et moi, je trouve que la question de l'auditeur est très intéressante. Ça revient un peu au gasoil qui a été répandu sur la route. Et là, on n'y peut rien. Sinon, là encore, ne pas faire de manœuvres qui permettent d'aggraver les choses. Et puis de prier en essayant de faire en sorte que ça se passe bien. Oui. Question de Laurence P, encore de Paris, mais elle n'osait pas la poser. Est-ce qu'on peut prendre un coup de foudre plus facilement en voiture, justement, puisqu'on parlait d'orage? J'aimerais bien. Oui, Laurence, on peut prendre des coups de foudre en voiture. Maintenant, ça n'est pas dangereux. Enfin, pour autant qu'on dispose d'une voiture traditionnelle avec une coque en tôle, ça crée une cage de Faraday. Donc l'orage peut frapper la voiture. L'électricité est entraînée vers le sol par l'intermédiaire du véhicule et des pneus, et il ne se passe rien. Par contre, sur une voiture dont la coque est en composite ou un cabriolet, on peut être mis en danger, effectivement. Moi j'ai eu mon coup de foudre. Moi j'en ai eu mon coup de foudre il y a 5 ans quand l'ami Jean-Luc est arrivé et qu'on a commencé On parle auto. vous avez vu un peu comment je passe la pommade dans le dos. Dominique, petite question, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'un pneumatique, les pneumatiques modernes ne sont plus isolants comme ils pouvaient l'être il y a, 50 ans. Oui, parce qu'en fait, pour améliorer la tenue de route et conserver aussi une bonne longévité, les manufacturiers introduisent des doses de silice, très très importantes dans les pneumatiques, de plus en plus importantes. La silice, c'est du sable, c'est un isolant. Donc en fait, effectivement, on a avec les pneumatiques modernes plus de risques de prendre des petits chocs électriques quand on pose le pied par terre, quand on descend de voiture. C'est le corps en fait qui fait la transmission entre le véhicule et le sol. Et là en fait les manufacturiers ont bien été sensibilisés au sujet, et les grands manufacturiers ils introduisent une zone dans le pneumatique qui permet en fait d'être conducteur, décharge électrique. Donc ce qui fait qu'avec des pneumatiques modernes, ces décharges électriques impromptues, on les ressent beaucoup moins. Donc il n'y a pas besoin de mettre la languette comme il y avait quand j'étais gamin à l'arrière des voitures. En fait c'est un excellent exemple, c'est une bonne image. Ça correspond à ça. La languette, elle permettait en fait de faire le lien entre le véhicule et le sol. C'est toute une époque des années 40, c'est ça, Jean? On demandera à François Alain tout à l'heure s'il y a des languettes sur les voitures qu'il a avec lui en tout cas, merci beaucoup, Dominique. Merci Dominique Stemfeld. Et puis juste un petit mot, Dominique, puisqu'on a eu la chance, on a parlé tous les samedis, on en parlera puisque Sud Radio est partenaire du salon Équipe Auto. On vous y retrouvera avec un village du pneu pour encore mieux comprendre le pneu d'hier, mais surtout celui d'aujourd'hui et surtout celui de demain. Et on vous invitera pour venir en parler dans notre émission. Et bien avec grand plaisir, on va effectivement montrer des choses qui permettent de préfigurer le pneu du futur. Exactement. Et le futur, en l'occurrence, c'est demain, c'est 2028, 2030, donc ça va très 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 vite. Et le futur, si on parle du temps, ça commence dans une seconde. Allez, merci beaucoup, d'ailleurs, dans une seconde. On va nous aller se promener à Melun-Villaroche, dans le 77, mais ce sera dans quelques minutes avec l'ami François Alain. Et juste avant, nous allons accueillir Stéphane qui a une question à poser. Vous aussi, écrivez-nous pour poser vos questions. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet de votre mail, toute votre question et toutes vos coordonnées au complet, s'il vous plaît. Allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Évidemment, dans quelques minutes, nous allons rejoindre l'ami François Alain sur le super aérodrome de Melun-Villaroche dans le 77, entre Melun et Corbeil-Essonnes. Mais tout de suite, on va accueillir Stéphane au 0800 26 300 300 qui a une question à poser, à échanger avec l'ami Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous êtes où, Stéphane? J'ai une question. Je suis à la Barthe-sur-Lèze.
Du côté de Toulouse. Dans ma cuisine. Ok. Non, oui. À la Barque-sur-Lèze, oui, c'est au sud de Toulouse. C'est ça. On vous écoute. On vous écoute, Stéphane. Voilà. J'ai une Nissan Almera qui date de l'année 2000 et j'ai 2 airbags, un airbag conducteur et un airbag passager. Et je voulais savoir s'il n'y a pas un risque de déclenchement intempestif des airbags pendant que je roule. Ouais. Alors, la voiture à quel âge? Elle a 25 ans. Elle a 25 ans. Alors vous avez déjà pas les fameux airbags Takata puisqu'ils n'ont pas été montés sur le type de véhicule que vous avez. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'un airbag a une durée de vie limitée. Ça, les gens ne le savent pas. On parle beaucoup d'airbags en ce moment. On oublie quand même de préciser que au départ, les airbags, ils étaient conçus pour une durée de vie. On estimait que c'était 10 ans. Après, on a dit oui, ce sera 15 ans. Mais il n'y a aucune réglementation. Pourtant, des réglementations européennes, il y en a des palanquets, mais il n'y a pas de réglementation spécifique pour la durée de vie des airbags. Ils sont montés sous la responsabilité des constructeurs et puis ils sont conçus normalement pour la durée de vie des voitures. Sauf que les voitures sont de plus en plus vieilles. Vous savez, aujourd'hui, l'âge moyen du parc en France, c'est 12 ans. On a beaucoup de véhicules de plus de 20 ans qui circulent. Et dans les véhicules de plus de 20 ans, il y en a malheureusement beaucoup qui sont équipés d'airbags. Or, il faudrait remplacer les airbags sur ces véhicules pour rouler en sécurité. La probabilité qu'ils se déclenchent tout seul, elle est assez faible, mais par contre, la probabilité qu'ils ne fonctionnent pas en cas de choc, celle-là... Elle est grande. Alors, elle n'est pas grande, mais elle est réelle. Il y a des constructeurs d'ailleurs qui ont demandé à leurs clients, au-delà d'un certain âge du véhicule, de signer entre guillemets une décharge, c'est-à-dire vous allez à concession, vous dites votre voiture elle a 25 ans, elle a des airbags, on est désolé, signez une décharge comme quoi on n'est pas responsable au cas où vous auriez un accident et qu'il n'y ait pas de déclenchement d'airbag. Il faudrait remplacer les airbags. C'est ce qu'on va vous conseiller. On va vous dire remplacer les airbags. Sur certains véhicules, un airbag ça peut coûter jusqu'à avec le remplacement 1000, 1500, 2000 euros. Donc vous imaginez bien une voiture de 25 ans sur une grosse Mercedes ou même à l'époque vous avez déjà 6 airbags, vous dépassez le prix de la voiture. Donc personne ne va remplacer les airbags. Donc malheureusement, on est aujourd'hui, alors il y a un vrai dossier, je pense que airbag, on va en parler là pendant toute la saison, on va parler des airbags. On va parler de Takata, mais pas que Takata, parce que il y a un vrai sujet airbag. On ne connaît pas la façon dont vieillissent les systèmes pyrotechniques, puisqu'en fait c'est une explosion qui gonfle l'airbag. On connaît pas. Il y a évidemment des tests qui ont été faits par les constructeurs. Je vous dis, au départ, ils étaient conçus pour la durée de vie du véhicule. Sauf que les durées de vie, elles ont augmenté. Et puis on verra à la fin de l'émission, comme les gens ont plus d'argent, ils gardent leur voiture plus longtemps. Et les réparent moins en plus. Et comme un airbag c'est cher à remplacer, les gens le feront pas. Il y a Desmos sur la page Facebook de Sud Radio. Merci de la question, Stéphane. Restez avec nous parce que vous allez voir, la question de Desmos va dans le sens de votre appel au 0826 300 300. Desmos dit, du coup, quid de la responsabilité s'il y a du corporel en cas de non-déclenchement? Je sais pas, vous êtes allé récemment chez un concessionnaire, Stéphane, ou pas? Non. Voilà. Non, pas du tout. Le constructeur dira, écoutez, votre voiture, elle n'est pas passée en concession Nissan depuis 10 ans, 15 ans. Si elle était passée, on vous aurait averti que gna. Donc la responsabilité du constructeur, elle n'existe plus là. On rappelle que votre Nissan Almera Tino est de 2000, elle a 25 ans. Elle roule toujours aussi bien sinon? Oui, elle fonctionne bien, mais il y a pas un moyen de savoir si non, il y a la pas fiabilité, on peut pas la vérifier. On peut pas vérifier. Si, il y a un moyen de savoir si l'airbag se déclenche, c'est que vous prenez un mur. Non. Et puis voilà. Non, il y a malheureusement pas de moyen. Il faudrait faire péter l'airbag pour savoir s'il est encore bon ou pas. Ouais. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas une date de péremption marquée derrière les airbags. C'est un vrai problème. Ouais. Et il n'y a pas de réglementation qui impose ça aux constructeurs. D'où les décharges de responsabilité quand les véhicules sont anciens. Et Stéphane, merci beaucoup de votre question parce qu'on va ça va être une question d'actualité. On va en faire un sujet. On va essayer d'avoir un maximum d'experts. Un ingénieur chez Takata qui me dit. Ils ont déposé de bilan. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Mais en tout cas, Stéphane, merci parce que ça c'est une très bonne question. On vous souhaite un très très bon week-end.
Au revoir. Dans votre cuisine, Merci Stéphane, on vous embrasse. Au revoir. Et faites comme Stéphane, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr. Vous mettez on parle auto dans l'objet du mail, votre question, vos coordonnées, sans oublier bien sûr votre numéro de téléphone, ou vous nous appelez dès maintenant pour vous inscrire au 0826 300 300. C'est notre belle Aude qui vous accueille au standard, et on va faire un beau clin d'œil à notre réalisateur de ce début de saison 2025-2026. C'est notre grand talentueux Jamel qui est avec nous aux manettes. Allez, à suivre. Voilà. Il est grand, il est talentueux. Bah oui, c'est exactement ça. Et ça énerve beaucoup Jean-Luc, c'est l'ami François A qui va arriver dans quelques instants. François Alain sera notre invité. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Lui aussi, il est là depuis 1968. François Alain est avec nous sur Sud Radio. Un petit peu avant, c'est une légende aussi, mais là, c'est plutôt une ère légende. Bonjour François. À Melun-Villaroche. Bonjour Monsieur François. Donc aujourd'hui, je suis dans un endroit exceptionnel. Donc on est à 35 km au sud-est de Paris, à côté sur de l'aérodrome de Melun-Villaroche, qui a un aérodrome qui a eu une drôle d'histoire parce qu'il a été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre. Ensuite, c'est devenu une base américaine. Et ensuite, la SNECMA a fait tous ses essais de tous les avions modernes de l'armée française. Et donc, c'est là que se déroule depuis 2018, je crois, Air Legend, qui est une manifestation assez incroyable. C'est incroyable, mais oui, il y a des avions de folie. Je disais tout à l'heure, en plus, l'aérodrome aujourd'hui, il est encore actif, puisque et puis il y a toujours Safran qui occupe le site et qui fabrique entre autres le réacteur M88 du Rafale. Pourquoi ? Exactement, on est chez Safran. Pourquoi un homme qui s'appelle François Alain, qui est de grand journaliste, grand présentateur télé que l'on connaît, que l'on aime, historien de l'automobile et parrain d'un événement où ça vole? Parce qu'en fait, je pense que on est vraiment passionné, c'est-à-dire que ce soit des motos, des bateaux, des avions, des tracteurs, des engins militaires, tout ça c'est la même passion pour le vintage et pour le déplacement, pour le transport. Et évidemment l'aviation fait partie de tout ça, sachant qu'il y a eu beaucoup de liens, on oublie, mais il y a beaucoup de liens historiques et techniques entre l'aviation et l'automobile, bien évidemment. Donc là, il y a la manifestation, elle est axée sur l'aviation, bien sûr, mais il y a aussi pas mal de voitures anciennes qui sont là. Il y a quelques motos, il y a quelques véhicules militaires. On vous a vu au volant d'une Jeep d'ailleurs. Oui, vous avez envoyé des belles photos. Exactement. Et donc non, mais c'est tout à fait cohérent et logique. Alors, ce qui est fantastique, c'est que il y a eu 65 000 visiteurs l'année dernière. Donc je ne sais pas combien il y aura cette année, mais vu le temps, il fait beau, je pense qu'ils ont beaucoup de chance. Donc ça, c'est génial. Bon, puis, François, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'il y a à voir, parce qu'il y a des trucs extraordinaires. Alors moi, j'étais, avant d'être passionné de voiture, c'est-à-dire avant d'avoir mon permis, j'étais passionné d'avion. Et l'aviation n'existait pas à l'époque. C'était les débuts. C'était les frères Wright. Clément Ader venait de faire décoller l'avion pour la première fois. C'était, voilà, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. J'étais petit, je regardais ça à la télé. Voilà, donc non, mais je faisais des maquettes d'avions de la Deuxième Guerre mondiale et j'étais en allumette. Attention si on vous invite à un dîner. Pas de maquettes en allumette. Et je faisais des petites maquettes. Et j'avais moi dans ma collection la plupart des avions qui sont là, et il y a des trucs qui m'ont fait rêver. Alors il y a plusieurs P-51 Mustang qui sont là, avions légendaires de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument, qui volaient à 700 km/h. À l'époque, c'était génial. 700 km/h pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même un des avions les plus rapides de sa catégorie, et c'était absolument génial. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ici un Messerschmitt 262. Premier avion au monde à réaction, oui. Eh oui. Et lui, il volait à 870 km/h. Donc les Mustangs, qui étaient quand même le fin du fin, qui existait, se retrouvaient avec un avion allemand qui volait 170 km/h plus vite. Et alors, on parlait du lien, François, là, entre l'automobile et l'aviation. Le Messerschmitt 262 était motorisé par un constructeur allemand célèbre qui a une hélice sur son. Merci. Une hélice, Laurence. Sur le capot de votre voiture, il y a quoi? BM. Oui, c'est BMW qui faisait. BMW faisait les moteurs à réaction du Messerschmitt. BM était une marque très très liée à l'aéronautique, évidemment. Alors,
Ce que les gens ne savent pas, c'est que bon, c'était les tout débuts des avions à réaction et il fallait changer les moteurs à peu près tous les 25 heures de vol. Donc ça coûtait un certain prix quand même. Hein. Il y a d'autres trucs de légende. Il y a François Alain. Tout le monde a vu, voilà, François Alain. Tout le monde a vu les têtes brûlées avec Papy Boyington. Oui, j'ai vu sur le programme qu'il y a un Corsair. Un Corsair. Avec cet avion en aile de mouette, là, avec les ailes en aile de mouette. Il y a l'avion qui, grâce à qui on ne parle pas allemand. Parce que sinon cette radio s'appellerait Zud Radio, voilà. The Dutch Quality. Voilà, exactement. Le Spitfire, qui a évité aux Anglais d'être conquis par les Allemands. Bien sûr, alors moi, François, vu que vous êtes sur place, quand ça démarre ces trucs-là, parce que un moteur Rolls-Royce Merlin, ça fait quand même un boucan d'enfer. Il y a ça sur le Mustang, sur le Spitfire. Les bouchons d'oreille, si ça peut vous rassurer. Ils fournissent les bouchons d'oreille. Et du coup, quels sont les événements et les animations? Évidemment, il y a tous ces... Oui. Ouais, ce qui est super, c'est que voilà, moi d'abord je constate une fois de plus qu'il y a plein de jeunes, il y a plein de gamins qui sont là avec leurs parents. Donc ça c'est génial parce que c'est une fois de plus la transmission de l'histoire, la transmission du patrimoine, la transmission de la passion. Et donc moi je suis très très fan de tout ça. On peut faire des baptêmes, bien évidemment. Donc ça démarre à moins de 100 € pour des baptêmes en hélico. Et puis ensuite les baptêmes en avion, c'est un peu plus cher. Il y a 200, 300, 400 €. Mais sur les avions, sur des avions des avions anciens, historiques. Donc ça c'est top parce que bon, objectivement, oui c'est une somme, mais c'est quand même une somme pour faire un truc qu'on fera pas 50 fois dans sa vie pour le commun des mortels. Donc ça c'est top. Il y a évidemment des stands, la marine est là, l'armée de l'air est là, l'armée de terre est là, tous les magazines spécialisés, le fanatique de l'aviation, tout le monde est là. Il y a le magazine oui, c'est parce qu'on a parlé du Tino avant, c'est pour ça. Voilà. J'adore quand même. Non, c'est vraiment, c'est une grande fête, c'est vraiment chouette. Et puis il y a des stands, il y a des marchands, on peut acheter des souvenirs, on peut surtout rencontrer les collectionneurs qui viennent parler, et qui sont très ouverts à expliquer à tout le monde et bien sûr à commencer par les mômes pourquoi, comment ça fonctionnait, quelle était l'histoire des véhicules. Donc ça c'est vraiment côté voiture, il y a un musée en fait sur le. Oui, il y a le musée de la SNECMA qui est ici bien sûr. Et donc il y a toute la partie moto, aviation. Enfin, il faut pas oublier que Safran aujourd'hui c'est le résultat d'un rachat et d'une absorption de plein d'entreprises différentes au cours de l'histoire. Et donc dans le patrimoine de Safran, il y a tout. Il y a des moteurs à réaction, il y a des moteurs à hélice, il y a de l'aviation, il y a de la moto, il y a de l'auto. Enfin, il y a plein de trucs complètement différents. Et puis le fait qu'on associe un petit peu d'automobile ancienne, de moto ancienne au milieu de l'aviation, ça prouve une fois de plus que le vintage ça marche toujours. Ça fonctionne ensemble. Il y a des reconstitutions, il y a des gens qui sont en costume aussi. C'est tout l'intérêt de ce type de manifestation. Donc c'est des Jeep Police qui font le lien évidemment entre les différents parking visiteurs, parking VIP, etc. Donc il y a plein de gens qui ont joué le jeu, qui sont. Alors on n'est pas encore au niveau de Goodwood Revival, mais ça pourrait petit à petit venir. Et il y a plein de gens qui sont entre guillemets lookés de années 50, années 60. Génial. Ça va du militaire au commandant de bord. Il y a les hôtesses, évidemment, les hôtesses d'Air France, qui ont l'âge qu'elles ont maintenant. Mais ça... non, mais c'est pas possible ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais je vous rassure, il y a aussi les groupes de musique. Il y a l'équivalent des Andrew Sisters. Enfin, c'est vraiment. C'est un week-end de fête, quoi. Mais c'est une vraie fête et c'est convivial et c'est sympa. Les gens ont la banane. Il y a de la voltige aussi. J'ai vu ça avec une patrouille de Fouga. Voilà, je me suis installé dans ma voiture parce que sinon il y a trop de bruit à l'extérieur, vous m'entendriez pas. Donc je suis venu évidemment avec une DS. Avec la DS. Aussi une voiture. Que la DS c'est une voiture presque aéronautique quelque part. Donc d'ailleurs c'est une voiture qui avait beaucoup de succès chez les pilotes et commandants de bord. Donc moi ma première DS je l'ai rachetée à quelqu'un qui était un ancien commandant de bord. Ouais, moi j'avais un de mes copains d'enfance qui était pilote de chasse et il a roulé en DS pendant des années et c'était le grand must chez les pilotes de chasse. Bien sûr. Bon, je vous parle de ça pendant que je vous parle, il y a un DC3. Pendant que je vous parle, il y a un DC3 qui passe au-dessus de moi. Donc c'était pareil, le Douglas DC3, c'est quand même un des avions qui a permis. Avion de transport, un des plus construits de l'histoire. Bien sûr. Et vous savez que Winston Churchill avait déclaré, alors qu'il était anglais,
il avait déclaré que cet avion américain était quand même l'avion qui avait permis en gros de gagner la guerre, parce que réapprovisionnement, transport de troupes, etc., etc. Donc voilà, et puis au milieu de tout le reste, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire une manif comme ça. En tout cas, vous nous l'avez fait vivre par le biais de Sud Radio. On va juste évidemment préciser que vous êtes tous invités, non pas invités parce que le prix de l'entrée est de 40 €. Oui, il y a un prix d'entrée, mais qui est objectivement qui est pas exagéré par rapport à ce qu'on voit. 40 €. C'est valable jusqu'à demain soir. C'est moins cher pour les enfants, bien évidemment. Et donc jusqu'à demain soir, c'est accessible sur le site de Melun-Villaroche. Donc on est à 35 km au sud-est de Paris. Et franchement, ça vaut le déplacement parce que le plaisir des yeux, le plaisir des oreilles, bien sûr. Ouais, excellent. Mais en tout cas, le plaisir de vous rencontrer aussi, puisque vous êtes le parrain officiel. Oui, ils m'ont fait l'honneur d'être le parrain officiel parce qu'ils savent que je n'aime pas que l'automobile, j'aime aussi les motos, les bateaux, les avions, les trains. François, nous en tout cas on vous gardera, et juste pour me donner, parce qu'on a pas mal de questions sur la page Facebook de Sud Radio, est-ce que vous allez bien? Et je sais que vous avez des projets, tout va bien pour vous? Ça va super, moi je suis très content, tout va bien. Mes projets avancent, j'en ai 2, dont un avec quelqu'un qui est assis sur mon siège. Voilà, par exemple. Et pour conclure cet échange avec vous, François, Alain, il y a Stéphane qui dit il y a des heures de vol. On vous embrasse. Vous savez que j'ai commencé à la fin des années 80 comme pigiste dans un magazine qui existe toujours, qui s'appelle Autorétro, et donc parfaitement j'assume. Mais oui, voilà, y a un mais côté, c'est ça la transmission, c'est ça notre richesse aujourd'hui, c'est que nous sommes riches de nos expériences que nous pouvons offrir aux autres. Oh là là. Merci beaucoup François A. Merci François. On vous embrasse et bon week-end. Allez, quant à nous, on va faire une pause, et puis attention, le sujet qui va suivre nous concerne tous. D'après une étude, la majorité des Français considèrent maintenant l'automobile comme étant un véritable luxe. Et vous en pensez quoi? Vous pouvez nous rejoindre pour participer à ce débat et à ce dossier. On est avec Aude au standard au 0826 300 300. Et évidemment, j'attends toutes vos réactions sur ce sujet sur la page Facebook de Sud Radio. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que la voiture est devenue un luxe? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, classique car. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous êtes tous attendus pour réagir à cette question que l'on vous pose. La voiture est-elle devenue un luxe? On en parle avec Christophe Dandois, qui est le cofondateur de la néo-assurance Léocare. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et on en parle parce que il y a une étude de Léocare qui est sortie. Et et puis le chiffre fait froid dans le dos. 74% des Français, interrogés, la voiture est devenue un luxe. Et pour autant, ils sont très nombreux, majoritairement, à dire on peut pas s'en passer. C'est un luxe, mais on peut pas faire autrement. Un peu comme Laurence quand elle va chez... Attention. Quand elle va chez Hermès, où elle se dit, c'est un luxe, mais je peux pas m'en passer. Non, c'est pas du tout mon truc. Revenons sérieux. C'est vrai que c'est... quoique, c'est m'offrir, c'est bientôt mon anniversaire. Donc, c'est pas affectif le lien dont on parle là avec l'automobile. Non, tout à fait. Quand on a préparé cette émission, Jean-Luc, on s'est rappelé qu'il y a un siècle, il y a un industriel qui s'appelait Ford, qui finalement a construit des voitures pour les rendre accessibles à tous, et accessibles à tous, voulant dire au sens du budget de tous ceux qui étaient en situation, d'ailleurs même les salariés, pour acheter une voiture. Et donc c'est vrai que ce 74% dépasse largement l'enjeu de Léocare et d'assurance, et c'est une vraie question sociale, où finalement se déplacer avec un véhicule en effet devient un luxe, lorsque ça nous semble une évidence pour tous. Et l'autre chiffre qui est aussi très impressionnant, c'est que 36% des gens interrogés déclarent qu'ils n'en ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre alternative en termes de mobilité, et pour aller au travail. Donc c'est vrai que cette étude montre qu'on est quand même à la fois, vous connaissez mieux que moi le monde de l'automobile, où on entend que les constructeurs ont quand même des difficultés, donc au sens de la marge. Donc d'un côté, ça semble très cher, de l'autre, des gens expriment qu'ils ont des problèmes de marge, et finalement, dans le rapporté au budget moyen des Français, ça devient un luxe. Donc c'est vrai que cette étude pose une vraie question sociétale, sociale, sur l'évolution des dernières années dans l'accessibilité aux véhicules. Il y a une part de responsabilité à la fois des constructeurs, puisque le prix des voitures a augmenté de 27%. Alors, les constructeurs se réfugient, ils disent, souvenez-vous, il y a eu la crise des composants électroniques, donc on était en pénurie de voitures, donc là ils ont augmenté leur marge en disant, c'est le coût des matières premières, mais ils ont fait des bénéfices monstrueux. Ça s'appelle tuer
la poule aux œufs d'or en fait. Et puis il y a les réglementations qui s'empilent les unes sur les autres, qui nous coûtent. Chaque semaine, je râle en disant il y a des aides à la conduite qui servent à rien, ces aides à la conduite qui servent à rien et qui nous font râler. Vous les payez dans votre voiture. C'est entre, allez, on va dire pour les plus petites voitures, c'est entre 1500 et 2500 euros que vous jetez à la poubelle quand vous achetez une voiture. Donc les gens n'ont plus aujourd'hui les moyens, ou de moins en moins les moyens d'acheter des voitures neuves. Mais et on ne peut pas s'en passer. Oui, alors je suis d'accord avec vous. Et en même temps, ce qui ressort aussi dans votre étude, Christophe Dandoise, c'est que même la réparabilité des voitures prend un coup parce que les gens n'ont plus l'argent pour faire réparer les voitures. Ouais, dans l'étude, 20% des gens interrogés expliquent qu'ils ont fait un prêt, ne serait juste entre guillemets pour réparer le véhicule. Donc 50%, donc 1 sur 2 expriment qu'ils n'ont pas la capacité à changer. Donc là aussi c'est un vrai sujet bien sûr pour l'économie automobile, mais 20% disent qu'ils ont fait un prêt pour pouvoir réparer leur véhicule. Et finalement on le voit globalement, c'est que vous le vivez vous toutes les semaines, mais changer un pneu, peut-être réparer, on peut un peu pousser la date et essayer d'aller le plus loin possible quelque part sans avoir à faire cette dépense. Et l'étude. Oui. Et l'étude en tant qu'assureur montre que il y a 1 sur 10 aujourd'hui qui dit qu'il va aussi assurer l'assurance, arrêter l'assurance. Et globalement, on sait qu'en France, il y a entre 700 000 et 800 000 véhicules qui roulent sans assurance. Donc tout ça, l'assurance, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Par rapport c'est surtout la partie qu'on peut. C'est surtout la partie qu'on peut réduire tout en continuant à rouler avec sa voiture. Si les pneus sont plus bons, on passera par le contrôle technique. Si la voiture est en panne, on pourra pas rouler avec. Donc là, c'est des dépenses contraintes, forcées. Si on veut continuer à utiliser son véhicule, l'assurance, on peut toujours se dire ok, d'accord, j'ai pas les moyens de payer l'assurance. Je continuera à rouler quand même. Non, mais on va peut-être rappeler ce que ça peut coûter de rouler sans assurance, ça c'est la première chose. Et puis surtout en cas d'accident, alors il y a un fonds qui va prendre le relais si vous blessez quelqu'un, vous payez toute votre vie. Donc c'est juste pour revenir sur. Oui, non, je voulais juste revenir. On va y arriver. Allez-y, Laurence, pardon. Je voulais revenir sur cette réparabilité, c'est-à-dire que on le voit. Moi, je suis beaucoup en contact avec les garagistes, les carrossiers pour le métier que je fais à côté de l'émission. Et là, hier, j'étais en interview avec un carrossier parce que je vais aller faire un grand événement pour eux à Reims prochainement. L'un d'entre eux m'a dit: on ne fait plus aucune petite réparation, c'est-à-dire que les carrossiers n'ont plus la bobologie comme ils l'appellent avant. On avait une rayure sur notre voiture, on avait un petit choc et on avait un petit POC, on y allait. Là maintenant, même ça, les gens n'y vont plus parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et donc petit à petit, ce parc abîmé vieillit encore vraiment mal. C'est vraiment une histoire que d'argent. L'inflation, la réalité des vies, les coûts du chômage, etc. Même les petites réparabilités, on n'y va plus. Nous, peut-être un chiffre pour rebondir à ce que vous venez de dire, Laurence, sur l'aspect réparation. Nous, en tant qu'assurance, on constate, vous savez bien, que tout l'enjeu d'une assurance, c'est d'amener ses clients dans réparation dans son réseau. On a déjà échangé de ce point-là ensemble. Quand on part dans un réseau agréé, on est environ autour de 2500 € la facture moyenne, et quand on est en dehors des réseaux agréés, on est autour de 3900 €. Donc là, il y a aussi une problématique qu'il faut régler. On parle aussi de fraude à hauteur de 7 à 10%. Ça représente là 500 à 600 millions d'euros. Donc cette problématique de l'étude qui montre cette difficulté autour de la voiture. D'un côté, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité, alors mobilité douce, mobilité électrique, etc., etc. On sait que les pouvoirs publics permettent de faire un certain nombre de choses sur le vélo et la trottinette, mais le vélo, ça me fait doucement rigoler. Si vous habitez en montagne et que vous avez 25 km à faire, le vélo, vous en faites quoi ? Et donc c'est vrai qu'on entend souvent parler de ces mobilités qu'on oppose à la voiture et qu'on rend plus difficile à rentrer dans les villes quand un Français sur 3 nous dit qu'il en a besoin au quotidien pour aller au travail. Donc c'est vrai que c'est un sujet compliqué où d'un côté, entre les constructeurs, les coûts de réparation, il y a aussi un enjeu citoyen, et c'est peut-être l'occasion d'échanger au moment de cette prise d'antenne, de partager que on a tous une responsabilité
pouvoirs publics, les assurances ont bien sûr une responsabilité, les constructeurs en ont, mais je pense que les Français peuvent aussi, face à ce que je vous évoquais, face à la fraude, face à la réparabilité, il y a tout un ensemble d'opportunités pour faire baisser la facture et pour permettre que l'année prochaine, quand on passera de cette étude, espérons que ça baisse. Mais c'est vrai que socialement, de se dire qu'un 3 Français sur 4 se disent que c'est un luxe, alors qu'il y a un siècle, au contraire, on rentrait dans l'ère de l'accessibilité à tous, je pense que ça pose une vraie question. Les autres chiffres ? Oui, alors moi j'ai vu dans les chiffres là que vous avez évidemment demandé, vu que les gens aujourd'hui pour faire des économies ont tendance à ne plus s'assurer, vous nous avez dit 1 sur 10, je pense que c'est même supérieur à ça. Alors j'ai plusieurs questions autour de ça. D'abord, vous leur avez demandé combien ils seraient prêts à payer pour une assurance. Aujourd'hui, une assurance moyenne, ça coûte combien et combien ils seraient prêts à payer? Est-ce qu'il faut pas faire des efforts sur certaines garanties qui seraient un peu plus faibles? Vous allez me dire, quand on est au tiers, on est déjà au minimum, puisque c'est juste une garantie pour rembourser quelqu'un qui n'y serait pour rien et avec qui on aurait pu avoir un accident. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'avoir des assurances au coup par coup, c'est-à-dire je prends ma voiture, je téléphone, je dis voilà, j'en ai besoin 2 jours, j'en ai besoin 3 jours. Est-ce que ça existe des formules comme ça ? Alors déjà juste pour se rappeler le budget global français de l'assurance, c'est 21 milliards, donc c'est quand même tout compris, un gros montant. C'est pas juste vous, Christophe Dandois, pour les moi j'aimerais bien. Voilà, le marché français de l'assurance particulier automobile, c'est 21 milliards. Quand on sait que la fraude pèse à peu près 700 millions, bon, déjà, on peut peut-être avoir on peut gagner sur ça. On profite voilà, on profite de l'antenne pour se dire que si on était un peu tous responsables, certainement qu'il y a aussi des choses qui bougeraient. Laurence le disait tout à l'heure, l'état du parc est en train de vieillir, puisque post-Covid, je crois que le parc est un peu plus de 11 ans. Plus de 12 ans. Moyenne d'âge, 12,3. Et ça vieillit d'année en année. Ouais, c'est ça. Et ça vieillit d'année en année. Donc là aussi, le conseil, c'est aussi l'occasion d'échanger ensemble, c'est de partager qu'il faut s'interroger au moins tous les ans quand on reçoit les termes de son renouvellement annuel d'assurance, peut-être par rapport à l'état de son véhicule. Est-ce que en effet de continuer, comme vous le disiez Jean-Luc, de rester en tout risque et de basculer en tiers plus ou en tiers. Globalement, l'assurance mensuelle en France est entre 40 et 60 euros. Alors, des gens sont à 20 et d'autres sont à 100, suivant les contextes, évidemment. Mais on parle là à peu près de médian. Donc oui, il faut se poser la question tous les ans par rapport à son véhicule et dans ces formules. On peut aussi, malheureusement, si son budget ne le permet pas, on peut aussi s'interroger sur les plafonds de garantie. C'est des éléments qui jouent énormément. Et puis, bien évidemment, sur la franchise. Une franchise brise-glace à 0 ou une franchise brise-glace à 200 euros. C'est sûr que quand le pare-brise va casser, il y a un impact sur votre budget, mais si vous êtes, on sait qu'en fonction, si on est plutôt sur des routes rurales ou si on est plutôt en citadin, eh bien le risque quelque part de prendre un caillou est différent. Donc, faut se poser la question de son véhicule, se poser la question des garanties, et puis comme vous l'avez dit, et on peut renégocier son contrat aussi. C'est là pour le coup, ça va vous intéresser parce qu'on peut passer par vous. C'est vrai que on dit le parc vieillit, mais les assureurs vous diminuent pas votre prime d'assurance au fur et à mesure que votre voiture vieillit. Alors ils savent très bien. Alors ils vont vous dire oui, mais la réparabilité, c'est ça, les coûts augmentent, mais le prix du véhicule lui baisse. Ça devrait rentrer en ligne de compte. Chaque année, on devrait payer moins en toute logique. Alors, pour conclure, Christophe, pour conclure. Pour conclure, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on conduit aussi moins. Donc le parc vieillit, comme vous le disiez Laurence, et aussi on roule moins. Et là aussi, où il faut se poser la question, c'est que très souvent, la moyenne française n'utilise pas cette notion de petit rouleur. Est-ce qu'on roule 10 000 ? Est-ce qu'on roule 7 000, 5 000 avec le Covid ? Beaucoup de gens aussi maintenant fonctionnent en télétravail. Là aussi, il y a une opportunité de réduction de son budget d'assurance. Bon, mais en tout cas, on voulait faire un point sur cette étude que vous avez faite avec Léo. On aura l'occasion de reparler assurance avec vous. Oui, parce que ça, et puis ça réagit beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité aujourd'hui. Les gens n'ont plus les moyens ni d'acheter des voitures neuves parce qu'elles sont trop
trop cher. Les pièces, on n'en a pas parlé, sont hors de prix, surtout, regardez, il y a tout ce qu'on appelle le giga casting qui arrive sur les pièces de carrosserie. C'est-à-dire que vous pourrez plus changer soit l'aile, il faudra changer toute la partie de la voiture. Enfin, tout ça, ça va pas dans le bon sens. Mais en tout cas, merci beaucoup, Christophe Dandois, vous qui êtes le cofondateur de la Néo Assurance Léocare, d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous. Tiens, on accueille Sylvain Lévy-Valency. Bonjour, monsieur d'Immobilier. Parlons bonjour. Immo. Bonjour, alors, Laurence. Bonjour. Sylvain, je vais être super méchant, mais c'est normal parce que c'est le début de la saison. À cet horaire-là, pas de problème de réveil. Non, pas de problème de réveil. Mais vous savez, dans le cyclisme, on appelle ça sucer la roue. Donc, comme vous êtes les meilleurs, on est ravis de passer derrière vous. Oh, merci. Sylvain Lévy-Valency, tous les auditeurs et tous ceux qui écoutent Sud Radio régulièrement et le week-end, bien sûr, en particulier, on vous retrouvait avant à 9h30. Et ça, c'est une des grandes nouveautés de cette rentrée. Vous êtes maintenant pour 1 heure et vous avez midi 13h. Voilà, midi 13h, on va de plus en plus développer. Vous l'avez dit tout à l'heure, la voiture devient un bien parfois difficile à acquérir puisque le pouvoir d'achat, il en va de même pour l'immobilier. C'est bien de cela dont on va parler et on va bien sûr apporter un max d'informations à tous nos auditeurs. Les rendez-vous de votre émission? Alors, on va parler rénovation énergétique, bien évidemment, recherche immobilière, la location étudiante en cette rentrée, c'est une vraie galère. On va en parler beaucoup. On va parler également de tout ce qui touche au financement. Vous savez, c'est un vrai sujet pour les acquisitions immobilières. Alors, je crois que ça va intéresser un de mes amis qui est en train de déménager, de vendre sa maison pour en acheter une autre. Il s'appelle Jean-Luc M. de Paris. On va rester à votre écoute. Merci beaucoup. Merci. On retrouve bien sûr votre équipe. Absolument. On va retrouver Grégoire Darico, Bérénice de Villeforiot et bien sûr, Monsieur Rénovation Énergétique, c'est Laurent Perbas. Waouh! On est ravis. En tout cas, maintenant, c'est nous qui allons vous passer le relais. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Eh bien, on se voit la semaine prochaine. On aura avec nous le patron de Citroën France. C'est une très très bonne idée, ça, de se revoir Donc, la semaine prochaine. si vous avez des questions qui concernent la marque, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous nous les envoyez. Laurent, Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet et toutes vos questions et vos coordonnées que l'on vous rappelle. Merci à Aude d'avoir réalisé cette émission avec nous côté standard et merci à Jamel d'avoir été l'homme au doigt d'or pour réaliser cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse entre de bonnes mains. Sylvain Lévy-Valency, Parlons Immo et toute son équipe. C'est juste après le retour de l'info sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.